Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 janvier 2022. Les derniers jours à la librairie ont été plutôt calmes. Est-ce que les sombres prédictions de l'économiste Nouriel Roubini sont en train de se réaliser? Inflation, stagnation, contexte épidémique, déclin de l'être humain remplacé par les robots. On voit ces jours derniers le chat GPT, le langage informatique conversationnel, fait beaucoup jaser et ce que l'on comprend, c'est que la puissance actuelle de ce langage informatique d'ici peu, on connaîtra un développement exponentiel. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous entretenir ce soir, parce que personnellement, petite baisse de régime, petite baisse énergétique. 14 janvier, c'est rude. Et j'ai observé que j'ai commencé l'année dernière cette série de vidéos, un 10 février. Et l'année d'avant, le 8 ou le 10 février aussi. Donc, une fois l'hiver bien installé, le corps s'adapte, l'esprit s'adapte. Et on se cramponne, on résiste, on ne lutte plus contre ce choc thermique qu'est l'hiver. Mais le 14 février, continuer à garder le rythme, à maintenir la cadence, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu décousue. Je vais vous parler de toutes sortes de choses. En fait, ça va être un genre de buffet froid que je vais vous servir. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous montrer une pile de livres assez curieuses qui sont sans doute des pièces de collection. Et je vais vous parler aussi de l'Union des écrivains québécois, dont je ne fais pas partie. Je ne suis pas un écrivain. Je m'en défends. En fait, je vous ai dit dans une vidéo que libraire, c'est une autre manière d'être écrivain. En fait, ce que j'aurais voulu dire, c'est que c'est une autre manière d'être... C'est un autre rapport avec l'écriture. Mais le milieu, les critiques fusent de partout. C'est un milieu qui n'est absolument pas consensuel, celui des écrivains, qui sont des écrivains, des auteurs, des autrices, qui, comme on le sait, est un métier, quand c'en est un, solitaire. Alors, oui, il y a un an à peu près, l'UNEC, l'Union nationale des écrivains québécois, est-ce l'Union nationale? Oui, a été reconnu, a eu un statut comparable par le gouvernement du Québec, par le ministère de la Culture, à un statut comparable à celui d'artiste. Dans mon entourage, beaucoup d'auteurs et d'autrices s'en sont réjouis. Mais ce que faisait remarquer l'écrivain André Major, les littéraires, depuis déjà pas mal d'années, ne sont plus majoritaires au sein de l'Union des écrivains québécois. L'Union des écrivains québécois. Voilà. Et ne sont plus majoritaires. Et afin d'obtenir du financement, le gouvernement à l'époque, lors de sa fondation il y a une quarantaine d'années, avait exigé que cette union augmente ses membres, augmente son membership. Ce qui fut fait. Mais en son sein ont été accueillis des gens qui écrivent des recettes, des manuels de psychologie populaire, des biographies de vedettes, de joueurs de hockey, des gens qui ne sont pas, à proprement parler, même s'ils ont fait des livres, des écrivains. Alors là, il faudrait définir ce qu'est un écrivain. Personnellement, un écrivain, pour moi, ça peut même être quelqu'un qui n'écrit pas. Je ne sais plus qui disait il suffit d'avoir un livre en librairie pour se dire écrivain. Ça m'apparaît, oui, avoir un livre en librairie quand on sait que les livres en librairie ont une durée de vie très, très, très courte.
Et j'aurais envie de dire, si un auteur a envie de voir son livre en librairie, il aurait intérêt, non pas à l'acheter, mais il aurait intérêt à lui rendre visite le plus souvent possible, à tous les jours, parce que la rotation est telle qu'un livre ne reste pas longtemps proposé à la vente dans les librairies. Je pense que c'est autour de 90 jours, mais j'ai l'impression que ça va en s'accélérant, vu la croissance des titres publiés. Alors oui, les écrivains, donc, dis-je, sont devenus en quelque sorte des artistes. Personnellement, ça me pose problème. Parce que j'aime à penser qu'un écrivain aussi peut être un prophète. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que fait l'écriture avec... que fait l'écriture avec... D'ailleurs, l'écriture, ça, on entend les écritures sacrées. Mais que fait le prophétisme avec le fait de fabriquer, de faire des livres? Eh bien, on le sait ou on ne le sait pas, ou on fait mine de l'oublier. Ce que Norton Fry appelait le grand code, c'est-à-dire le texte de base, le texte biblique. Eh bien, dont sont issus un grand nombre de prophètes. Et un prophète, quel est son rôle dans la société au juste? C'est de dire les choses, c'est de se croire investi d'une autorité, mais d'une autorité qui peut même être une autorité même non reliée à Dieu. Ça peut être une autorité autoproclamée, ça peut être une autorité par l'intuition, ça peut être une autorité par l'étude inlassable des textes, ça peut être une autorité reconnue par quelques autres écrivains. Et la fonction prophétique consisterait à dire son fait à une société. Alors oui, il y a des écrivains qui exercent cette profession, qui exercent ce prophétisme. Il y a des écrivains qui pratiquent l'art sociologique. Parfois, ce sont également des sociologues. Et de tout à coup, les transformer en artistes, et pourquoi pas en artistes de variété, ça m'apparaît assez étonnant. Alors, Et aussi, la reconnaissance du gouvernement, faisant d'eux pratiquement des artistes, va dans le même sens que la Guilde des musiciens, qui lui est un syndicat fondé en bonne et due forme, et dont les ramifications et dont le siège social est aux États-Unis, et pour pouvoir jouer dans des endroits reconnus par la Guilde, il faut passer par des processus, alors des processus assez fastidieux, qui fait de telle sorte que devenir un musicien professionnel et afin de pouvoir faire sa prestation dans un lieu reconnu par la Guilde, ce n'est plus simple. Il y a une sorte de mainmise, il y a une sorte de... Et la professionnalisation de l'écrivain me semble discutable pour ma part. Et j'y vois là aussi des lieux de pouvoir concentrés, des lieux de pouvoir détenus par un petit nombre de gens, stipendiés par des structures étatiques, donc détenant une sorte de pouvoir sur les autres écrivains ou les autres artistes. Il y a quelque chose là-dedans qui m'embarrasse, pour moi en tout cas. Il est bon de pouvoir ne pas appartenir à mon avis, de pouvoir, en tout cas sur le plan de la création, de pouvoir se dégager de certaines structures. Alors vous me direz, on n'est pas obligé d'écrire. Non. On n'est pas obligé de publier non plus. Et ça serait la différence. Hein? On peut très bien imaginer un véritable écrivain, ce qui resterait à définir en tout cas, ce qu'est un véritable écrivain. Non pas
non pas que quelqu'un qui a un ouvrage à proposer à la vente dans une librairie ou sur un site. On devrait pouvoir définir, en fait je n'arriverai pas à le définir ce soir, ce qu'est un écrivain. Mais on devrait quand même pouvoir faire la différence entre écrire et publier. Ce n'est pas tout à fait de la même nature. Et on peut écrire pour de vrai et ne jamais publier. Et on peut publier sans arrêt et ne pas être un écrivain. Ceux qui font des livres de recettes ou des biographies de joueurs de hockey peuvent se dire auteurs, mais ça devient un mot très galvaudé. Et ces gens-là, étant devenus très, très, très nombreux à l'Union des écrivains, à l'Union nationale des écrivains. C'est pas l'Union nationale des écrivains. Enfin, voilà. Alors aussi, je voulais faire part d'un commentaire que m'a fait part Carl. Je ne sais pas si Carl écoute de temps à autre mes vidéos. Il y a très longtemps, très longtemps, il y a une trentaine d'années, peut-être 25 ans, il avait assisté à une conférence d'André Markovitch, le traducteur de Dostoïevski, qui, lors sans doute d'une série de conférences, en tout cas lors d'une conférence donnée dans une librairie montréalaise, avait narré l'anecdote suivante, qu'il avait perdu les 100 premières pages il s'est fait dérober son ordinateur où il l'avait perdu. Et dans cet ordinateur, sur son disque dur, il y avait une traduction sur laquelle il était en train de travailler, de Dostoïevski, et qui avait mis quand même de longs mois, plusieurs mois en tout cas, à faire cette traduction. Et finalement, il l'avait repris un an plus tard, et ce n'était plus du tout la même traduction. Il l'avait traduit, il avait été très étonné de découvrir que sa traduction n'était plus conforme à la première, à celle qu'il avait faite. Alors, ce qui l'a entraîné, évidemment, à réfléchir sur la manière dont on traduit les textes et comment comment ils peuvent changer même la manière dont nous percevons les textes. Alors, ça m'avait assez interpellé, cette petite anecdote-là, qui m'amène à, justement, la pile de livres et un titre en particulier. Alors, c'est celui-ci, qui est sans doute, attendez, je vous le montre, qui est sans doute une pièce de collection dont je suis bien en peine d'évaluer la valeur. Mais évidemment, c'est un auteur que vous connaissez tous, c'est Raymond Chandler, un des plus grands auteurs de romans policiers. Et Raymond Chandler, qui avait créé son personnage de Marlowe, à partir du patronyme de l'écrivain britannique Marlowe. Eh bien, Raymond Chandler a été traduit. Alors, voilà, j'ai montré le livre, et ça a été édité aux Éditions modernes en 1945. Et ça a été traduit par un Québécois, Berthelot Brunet. Berthelot Brunet, qui est né en 1901, décédé en 1948, il a exercé la profession de notaire pendant plusieurs années, quelques années en fait. Il a tout quitté pour s'adonner à la bohème. On dit de lui, je pense, c'est Paul Toupin qui disait de lui qu'il était notre Léoto moderne. Il y avait une certaine ressemblance physique avec Paul Léoto, sauf que, contrairement à Paul, il n'était pas abstinent, Berthelot. Il vivotait, il vivait chez les uns et chez les autres. Il a écrit des articles de journaux, il a écrit très très peu de romans, quelques-uns à peine, dont un, Les Hypocrites, qui est un roman autobiographique. Alors, il a donc été également traducteur, pour continuer sur la lancée des traducteurs. Et il a traduit donc Le mystère des eaux dormantes, dont le titre original est plutôt Lady and the Lake. Et ça a été publié en 1945. Or,
3 ans plus tard, dans la collection Série Noire, fondée par Duhamel, en 1948, Michel et Boris Vian, eux, offraient également une traduction de Lady and the Lake et qui devenait tout simplement La Dame du Lac. Hein, une traduction parfaitement littérale. Et ce qui est étonnant, c'est comment les éditions limitées, les éditions modernes, ont obtenu les droits pour pouvoir publier ce texte. On était en 1945, hein, aussi. Peut-être on était encore dans l'espace où les maisons d'édition canadiennes françaises, entre guillemets québécoises, avaient beaucoup de latitude, étant donné l'occupation. Il faudrait vérifier les dates. Et sans doute, après peut-être les ententes prises entre des éditeurs américains qui n'avaient pas beaucoup de possibilités de faire traduire leurs ouvrages par des traducteurs français et de voir leurs ouvrages publiés en France, sans doute ceci expliquerait cela. C'est ma première hypothèse et c'est sans doute la bonne. Or, 3 ans plus tard, Gallimard a les droits. Et est-ce que les éditions modernes ont vendu les droits? Je ne sais trop. Et je vais vous montrer en quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, ce qu'on dit, collection petit format, ce livre n'est pas un abrégé, pas en majuscule. C'est la version intégrale en majuscule, et complète en majuscule, on a bien compris, de l'original. Publié en vertu d'une entente avec l'auteur. Alors, ça aussi, c'est assez étonnant. Ça n'a pas passé par l'éditeur. Et traduit par Berthelot Brunet. Alors, pour moi, c'est très, très étonnant. Et on note aussi que c'est, bon, la traduction de Lady and l'original de Lady and the Lake, c'est 1943. Et le copyright, il y a un copyright, donc 1945, les éditions modernes LTE. Et la première édition, on a cru bon de le mentionner, 1945. Alors, pour les amateurs de romans policiers, c'est clair, ceci est la première traduction. Mais elle n'a pas été reconnue par Gallimard. Je ne sais trop pourquoi, peut-être une question de droit, selon cette première hypothèse. Et c'est quoi l'histoire? L'histoire de Le mystère des eaux dormantes ou Lady and the Lake ou La Dame du Lac. C'est une histoire de disparition, d'un divorce qui n'est pas... en fait, quelqu'un cherche à divorcer de sa compagne. Cette compagne a mystérieusement disparu. Et finalement, Philip Marlowe, le détective Philip Marlowe, suspecte un mystérieux voisin où vivait cette dame. On a retrouvé le cadavre d'une femme dans le fond d'un lac, Lady and the Lake. Et finalement, on suspecte qu'un voisin qui a perdu sa femme s'étant suicidé et que peut-être c'est un meurtre déguisé et il est question aussi d'une usurpation d'identité. Raymond Chandler s'est fait connaître aussi par ses romans caustiques, dénonçant... en fait, Jean-Claude sera ravi d'apprendre ça. C'est un des romanciers de romans noirs les plus respectés. Je ne dirais pas que c'est l'inventeur du genre, mais assurément, il occupe une place centrale. Et sans doute, quelques-uns de ces romans ont été portés à l'écran par des réalisateurs qui ont fait la renommée du cinéma roman policier noir. Alors, pour moi, ça demeure énigmatique. J'aimerais en savoir davantage. Vais-je faire des recherches ou vais-je simplement me contenter que vous en fassiez? Sait-on jamais.
Mais aussi l'illustration, on ne sait pas qui l'a illustré. C'est très très étonnant. Alors je vais vous montrer quelques-uns de cette maison d'édition. Alors, certaines pages couvertures sont très réussies. Le secret de la flotte oubliée, alors par Van Wyck Mason. Toujours du même. Meurtre à la légation. Une aventure du capitaine North. Alors, avec un squelette incandescent qui danse la rumba. Alors, L'inspecteur ne sait pas danser par William Irish, qui est un autre grand nom de ce type de roman. Sinistre rendez-vous par Peter Cheney, un autre grand nom. Rien qu'un soir par Michel Maury. Je ne suis pas un héros par Eric Ambler, un autre nom important. L'affaire du maître d'hôtel, Clifford Knight. Regardez, je m'approche parce que vous pouvez voir la page couverture. C'est des titres assez extraordinaires. Hein? Ombre dans la rue. Duel sous le soleil. Je vais vous garder mon préféré pour la fin. La maison du bourreau. Celui-ci, c'est une de mes pages couverture préférées. Rendez-vous avec la mort de Dana Chambers. Hein? L'amant paresseux d'Earl Stanley Gardner. L'amant paresseux. Alors, celui-là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je pense que lui, je vais le mettre de côté pour jeter un petit coup d'œil. L'amant paresseux. Ça, franchement, un amant paresseux, c'est pas un amant. C'est un mari. Non, je plaisante. Chercher la femme. Hein, j'ai de la suite dans les idées. Chercher la femme. Il faut la chercher maintenant, suite à l'amant paresseux. Les trois parcs de Patrick Quentin. De Alan Bosworth. Plongé en piqué. La résistance d'Émilie. Ça, c'est pas de Petrus Perville. Non, ça, c'est français. Le Saint à Tenerife, de Leslie Charteris. C'est aussi le dessin est assez extraordinaire. Le coffre aux ossements d'Anthony Abbott. Alors, Jean-Claude, si tu venais voir ça, je pense que tu pourrais te repaître. Dana Chambers, un jour, ce sera ton tour. L'île du savoir de Victor Boisson et Jean Conterneau. La guerre des robots. Ah, ça, on est en train de la perdre. Hein? Ouais, la guerre des robots. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Des hommes robots, structure de fer mécanique, animés par un être malfaisant qui cherche à dominer le monde par la destruction, se lancent à l'attaque contre des hommes de chair. Cette vague terrifiante d'automates qui n'ont qu'un but, le carnage et le meurtre, se heurte à une autre armée d'hommes mécaniques, cela conçu par un savant n'ayant que le bien du monde en vue. Mais au milieu de ces horreurs démoniaques, l'amour fleurit, et même les robots ne pourront empêcher le bonheur d'Irène. L'île du savoir, roman d'actualité, est une vision prophétique de la prochaine guerre,
où selon une déclaration d'un officier supérieur américain, le combat individuel sera presque complètement éliminé, des armées complètes de robots dirigés à distance iront détruire des villes entières. Alors, c'est la première édition, c'est novembre 1947. Est-ce qu'il y a un mot sur les auteurs? Bon. Alors, c'est toujours publié en vertu d'une entente avec l'auteur. Et le sous-titre de cette maison d'édition, c'est le livre préféré des gens pratiques. Oui, à cause de son format poche. Vous avez compris. Ils ont tous été lus et il y a un espace pour mettre un ex-libris. Ce livre appartient à la bibliothèque de J.P. Terrien, on imagine. Oui, J.P. Terrien. J.P. Terrien quand même. Pour un truc avec des robots. Ça manque pas de charme. J.P. Terrien, hein? La pognez-vous? Bon, d'accord. Ah, celui-ci, quel titre? De toujours de Earl Stanley Gardner. Et en quelle année celui-là? Ah, lui, c'est traduit de l'anglais par Henri Thiès. Et juin 1951. Le bigame innocent. Ah, ça, quel titre? Je pense que ça bat l'amant paresseux. Le bigame innocent. Mais, je vous garde... non, lui, le bigame innocent, ça me plaît plus ou moins. Mais je vous garde le meilleur pour la fin. Et la pensée qui tue. Ah, celui-là, il me plaît. Alors, lui, la pensée qui tue, c'est Carter Dixon. Et toujours Henri Thiès qui a traduit ça. Est-ce qu'il y a un... Attendez, on va aller voir. Ouais. Ah, vous voyez quand même. On trouve une phrase pareille. Je vous la lis quand même. Le dimanche matin, alors que l'herbe elle-même semble s'éveiller avec peine, un soleil encore endormi entrait par toutes les fenêtres de l'hôtel du Cygne Noir entre Grovertop et Wilford. Ouais. Alors que l'herbe elle-même semble s'éveiller avec peine. Ouais, ben écoutez. Écrire comme ça, sans doute tu devrais faire sa demande à l'Union des artistes, ce traducteur. Alors voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais aussi une dernière petite réflexion. Allez, une dernière petite réflexion. J'ai noté dans mes carnets numériques. Même les vilains ont des safe space pour pouvoir dire des horreurs en toute impunité et en rigolant. Alors, simplement pour dire que oui, il y a des safe space pour que les gens puissent se protéger de certaines pensées. Mais il y a des vilains garnements qui se réunissent aussi dans des espaces sécuritaires, sécurisés, bien à eux, où ils peuvent s'adonner avec toute licence à toutes les médisances, à toutes les méchancetés, à toutes les horreurs possibles, en toute impunité et en toute discrétion. Alors les safe space, peut-être, vont d'un côté, mais ils se multiplient aussi de l'autre côté. Et un argument que j'entends de plus en plus souvent, c'est qu'il y a des gens qui disent tout haut ce que plusieurs personnes semblent penser tout bas. Et un des arguments pour pouvoir dire tout haut avec encore plus d'emphase et plus de légitimité, c'est que ceux qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent et qui sont d'accord avec ceux
qui disent tout haut ce qu'ils pensent, semblent donner de la force et de la puissance au premier. Alors moi, je me dis, rendu là, pourquoi prendre autant de risques de dire des choses déplaisantes pour des gens qui n'ont pas le courage de les dire eux-mêmes? Et j'aurais même tendance à penser que plus il y aura de gens à ne pas dire ce qu'ils pensent, et plus peut-être il sera d'une première nécessité à soi-même garder sa pensée pour soi. Alors je ne vois de moins en moins l'intérêt d'aller prendre des risques, de se faire houspiller, de se faire vilipender, d'être mis à l'écart, d'être mis au banc des accusés ou relégué au tribunal des vilains patentés pour des gens qui ont, somme toute, assez peu de courage intellectuel. À demain.